une femme d'action, une femme, d'après tout ce que j'ai entendu dire d'elle, une femme experte, qui nous apporte des choses très importantes pour tout ce que nous voulons faire. Et sans plus attendre, je voudrais donner le micro au professeur Nourou, qui nous vient de l'Allemagne, de prendre la parole. Je ne sais pas réfléchir quand j'ai un micro entre moi et le public. Et j'ai une voix qui porte loin, c'est-à-dire au séminaire, à l'université. Des fois, il y a des étudiants qui me disent « mais vous pouvez baisser la voix un peu parce que ça dérange ». Alors, vous qui êtes derrière, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Voilà, voilà. Alors, ça va. Alors, pour introduction, d'abord, je suis très, très reconnaissante et honorée d'être invitée à cette réunion. Il y avait un peu la crainte que la majorité d'entre vous, vous ne me connaissez pas et que je vais attraper un peu l'impression d'être un cheveu dans la soupe ici. Vous êtes des Congolais entre vous et qu'est-ce que moi je viens chercher ici? Mais il y a parmi vous, j'ai découvert, parce que j'ai même passé une partie très importante de ma vie, de ma carrière au Congo. J'ai passé 16 ans à Congo-Kinshasa. J'étais dans le service de l'agence de développement allemand, c'est la GIZ. Mais avec la GIZ, on n'a pas fait au Congo un projet régulier, conventionnel comme... Ah, quelqu'un m'a mis un micro ici. Non, mais ça me dérange vraiment quand j'entends ma propre voix. Vous m'excusez, hein? Mais puisque vous m'entendez bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, le programme qu'on a réalisé était un programme très inconventionnel. Ce n'était pas comme les projets de développement de la Banque mondiale ou des Français ou des Allemands. Et on avait la chance à l'époque qu'il y avait quand même du côté congolais des gens du gouvernement qui ont accepté qu'on réalise ce modèle. Et ce modèle, c'était de travailler de manière directe avec les structures de base qui étaient les ONG et les PME. Et je peux confirmer que pendant les 16 ans où j'étais là-bas, il n'y a pas un Deutschmark ou après 1 euro qui est passé à travers des structures gouvernementales. C'était simplement pour la coopération, tous les moyens étaient partis vers la base et c'est là où on a pendant beaucoup d'années réalisé ce qu'on appelle l'approche économique. L'approche économique, c'est l'inverse, et je vais expliquer ça un peu ici, l'inverse de l'approche sociale auquel on a habitué ceux qui reçoivent l'aide dans tous les pays africains. L'approche sociale, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient, qui dit, voilà, il y a un projet de développement, ça semble être raisonnable, alors prenez cet argent, un budget, on prend l'argent, on dépense pour la consommation. La consommation, c'est aussi les frais d'éducation ou de santé, ou en tout cas, c'est pour des raisons sociales. Une fois que le budget est terminé, on doit s'adresser encore aux bailleurs pour dire « renouvelez les fonds, s'il vous plaît ». Et on a fait ça pendant 60 ans, on n'a résolu aucun problème au Congo avec cette manière. Et l'approche économique que nous préconisons, je pense que c'était nécessaire que les Allemands accompagnent les structures qu'on a montées au Congo pendant les 16 ans. Je suis convaincue que c'était nécessaire qu'on les accompagne un peu plus longtemps que le temps qu'on est resté là, parce qu'on dit non, après 16 ans, c'est fini, ils doivent être ou bien indépendantes, ces structures, ou bien c'est raté, on n'a pas réalisé ce qu'on voulait obtenir avec eux. Ces structures, la FOLECO, c'était une structure qui encadrait 11 000 ONG dans les 11 provinces du Congo. 11 000. Et c'était des ONG inscrites, et les ONG s'appelaient ONG
laïque à vocation économique du Congo. Ce n'est pas laïque qu'on refusait de travailler avec les ONG chrétiennes ou quoi, mais on disait que entrer dans cette structure, c'est se dévouer à l'économie, c'est-à-dire à des projets et des activités rentables et profitables et durables. Et si on amène le capital de quelque part, donc à l'époque, la GTZ, c'était un grand projet, on avait beaucoup de moyens pour initier des activités, c'était toujours des activités économiques rémunérées. Et je vais vous donner des exemples après, mais je vais dire, c'est avec cette expérience au Congo et avec l'arrière-fond que moi je suis originaire de l'Égypte et je me sens très attachée au Congo. Bon, les 16 ans que j'ai passé là-bas, je pense déjà que c'est ma patrie de choix. Je me sens congolaise. Et ça a commencé au temps où la famille de Lumumba était venue au Caire, après qu'il était assassiné. Et il y a beaucoup de monde en Égypte qui sent qu'il y a quelque chose, un lien qui nous attache au Congo à travers cette histoire. Alors, c'était pour vous expliquer que je me sens bien avec vous et surtout j'ai rencontré parmi vous beaucoup de personnes que j'ai connues dans les années 90 à Kisangani et ailleurs. Alors ça c'est comme introduction. Il y a un mot parce que ce que je vais vous dire ce n'est pas ni la théorie, ni la philosophie, ni l'histoire, ni la politique dans le sens de exposer des modèles idéalistes de ce qu'on peut faire au Congo pour améliorer la situation. Et ce n'est pas non plus pour vous expliquer ce qu'il y a de mal au Congo parce que tout le monde connaît ça suffisamment. Mon intérêt, c'est vous de transmettre un message. Ce message vous concerne parce qu'on fait appel à chacun et chacune de vous pour s'impliquer dans ce mouvement qu'on vient d'initier maintenant et qui est un mouvement pour créer des activités économiques en RDC. Et quand il y a des gens qui réagissent à cette initiative en disant « Oh, on ne peut rien faire en RDC maintenant, la situation est tellement pourrie que même s'il y a des investisseurs, il n'y a pas de conditions pour l'investissement. Et même s'il y a quelqu'un qui veut y aller, il est bloqué par telle autorisation, telle corruption, tel ne veut pas coopérer, telle trahison, et qu'on ne peut rien faire. Alors j'ai dit, même si la situation est devenue pourrie comme ça, mais il y a 80 millions d'êtres humains qui vivent au Congo et qui doivent continuer, malgré ces difficultés, à manger chaque jour. Et manger veut dire qu'on doit avoir un revenu quelconque. Et quand on dit il y a le chômage de 80% ou pas, alors on dit, bon, et ça, est-ce que ça c'est la fin des réflexions sur ce qu'on peut faire? Nous on dit non, il y a un groupe de Congolais, je travaille avec eux, on dit non, ça c'est le début de la réflexion, comment on peut développer des stratégies intelligentes pour contourner les entraves et les problèmes qu'on trouve sur le terrain. Et l'idée d'appeler les gens de la diaspora maintenant à se réunir, c'est, à vrai dire, un pilier très important dans le modèle que nous avons développé et que vous allez trouver. J'ai distribué un peu la présentation du manifeste de la démocratie participative en RDC. Ça, c'est un petit document dont M. Labembelou vous a parlé hier. Et je vous ai donné l'adresse mail où vous pouvez faire le download de ce document. Donc chacun peut lire ce document, c'est un peu la base de notre action. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est comment on est arrivé à développer l'action. L'action est sous la forme d'une organisation qu'on appelle Association internationale sans but lucratif, qui s'appelle Congo Plan. Et mon espoir en venant ici aujourd'hui, c'est de pouvoir vous convaincre qu'il y a beaucoup de potentialités pour être actif d'une manière qui est satisfaisante pour vous et pour la cause
si vous rejoignez Congo Plan. Alors, je fais la publicité pour Congo Plan avec beaucoup de remerciements à AIDC de nous avoir donné cette occasion. Alors, je fais seulement une intervention de quelques minutes pour ne pas vous fatiguer. Vous avez trop entendu des théories stratégiques, des choses très importantes, mais je pense que la capacité d'absorber, elle est aussi limitée. Donc, je fais très court. Mais d'abord, une petite introduction sur la nature des êtres humains quand il s'agit de la politique ou de l'action politique. On voit que la majorité des êtres humains ont tendance à accepter le statu quo, c'est-à-dire la majorité. C'est ou bien ils sont satisfaits avec le statu quo parce qu'ils vont bien, ils gagnent, ils ont des avantages avec le statu quo, ou ils souffrent par le statu quo, mais ils ne savent pas comment agir ou comment réagir à ce qu'il y a comme condition. Et s'ils souhaitent de tout leur cœur le changement, ils ne savent pas comment aborder la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour amener le changement. Alors, la nature humaine, il y a tendance à ce que, chez la majorité des hommes, c'est accepter le statu quo. Mais il y a, sur cette majorité, il y a une petite minorité qui dit non, 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 on comprend que le statu quo, c'est tout le mal, c'est dans le statu quo, on doit changer. OK? Alors, il y a une perception qu'il faut le changement. Mais maintenant, quand vous prenez cette minorité, vous allez trouver que parmi cette minorité, il y a encore une fois une majorité qui ne développe pas des stratégies rationnelles pour surmonter le statu quo, mais il tombe plutôt dans ce qu'on appelle l'activisme. Et l'activisme, c'est ne pas vraiment analyser quelles sont les chaînes de cause-effet qui produisent les problèmes pour qu'on agisse sur les causes. Il regarde seulement sur les effets et chacun a une idée que, oui, lui, il va résoudre ce problème. Qu'on le laisse seulement être dirigeant de telle institution, dirigeant de la République, dirigeant de telle entreprise, il va résoudre les problèmes. Mais on voit à travers l'expérience politique, économique et aussi sociale du Congo pendant 60 ans, maintenant quand on regarde en arrière, que cet activisme, donc des gens bien intelligents qui ont aperçu la nécessité de changer le statu quo, mais ils ont fait l'activisme, c'est-à-dire ils ont conçu et réalisé des stratégies qui étaient conçues et réalisées sans analyser les causes des problèmes qu'ils veulent résoudre. Alors, l'effet, c'est qu'on a des stratégies qui n'aboutissent à rien. Et ça, c'est illustré par les trois grands domaines, c'est-à-dire ce qu'on appelle toujours le développement. C'est un mot qu'on avait banni dans notre discours ou dans notre travail, parce que tous ceux qui se sont développés, ils n'ont jamais parlé de développement. Alors, dans ce domaine de développement, vous avez 6 décennies de travail des organismes multilatéraux, bilatéraux, tout ce que vous voulez. Et vous voyez vous-même, on ne doit pas entrer dans les détails, mais ça n'a abouti à rien. Okay? Et le deuxième domaine où on fait des stratégies que j'appelle aussi activisme, c'est le domaine de la pacification. C'est-à-dire le Congo est soumis à une guerre bon, M. Labembelo appelle ça toujours de basse intensité, mais j'ai dit celle qui a une hausse intensité, elle va réclamer combien de victimes. On a quelques 12 millions qui sont morts dans les 20 ans, les derniers 20 ans. Et on dit pacification, on dit MONUSCO, on dit 20 000 casques bleus qui vont aller là pour contrôler la situation. Et vous voyez que ça va de mal en pire tout le temps. Et le troisième domaine où je demande votre attention pour voir avec moi que tout cet activisme, ça ne mène nulle part, c'est le domaine de ce qu'on appelle la gouvernance. Et ça, c'est ce que
avec toute l'excuse que je dois à le docteur Chiani, qui, bien sûr, il était l'enfant de la Banque mondiale, où il a travaillé dans les grandes banques à New York. Il nous a donné beaucoup de lumière sur tout ce qui est à réaliser dans le sens de réforme et de redressement de la situation, mais ça va un peu dans le sens de l'idéalisme, c'est-à-dire il faut faire ça, on doit faire ça, je vais faire ça, mais sans nous donner l'acheminement entre la cause des problèmes qu'on va résoudre et puis ce qu'on a conçu comme solution pour ces problèmes en disant comment on va agir sur les causes. Et je viens maintenant un peu sur la cause principale qui fait que ce que les organismes internationaux ont toujours essayé d'imposer un peu au Congo comme stratégie pour résoudre les problèmes de développement, de gouvernance, de pacification, pourquoi ça n'a pas abouti? Et ce que nous pensons, ce qui est maintenant la prochaine étape de l'évolution, si maintenant avec AIDC, on va réussir à convaincre quelques personnes, ça va faire peut-être boule de neige et on va avoir un effet de changement. Alors, si on dit la stratégie, c'est qu'on analyse quel est le problème qu'on veut résoudre et quelles sont les causes et les mécanismes qui font que ce problème se reproduise pour le temps. Alors, on peut dire que le problème principal du Congo, tout le monde, je pense, est d'accord avec moi, c'est qu'il y a le chaos. Le chaos a été initié par des événements et des circonstances historiques, mais le chaos a été introduit dans le système du Congo avec des mécanismes qui reproduisent et qui renforcent le chaos. Ça a commencé avec, comme M. Kwebe nous a hier donné vraiment beaucoup d'informations sur l'histoire, c'était très très enrichissant. Et on doit toujours regarder en arrière et voir comment ces choses ont évolué pour arriver à ce que nous avons maintenant. Alors, il y a l'État colonial. Tout le monde sait comment ça fonctionnait. C'était l'oppression totale jusqu'à la liquidation physique des parties de la population congolaise. Mais l'État colonial, il avait une machine pour extraire la richesse de cette région, c'est une grande région, ce n'est pas seulement un pays, toutes les richesses, mais il y avait un mécanisme ordonné qui faisait qu'on amenait ces richesses vers la Belgique ou vers là où on va les transformer au niveau industriel. Et on a monté l'industrie des pays occidentaux avec les matières premières qu'on a extraites avec l'oppression du peuple congolais. Okay? Au moment où on a dit le colonialisme, ça coûte trop cher à ces gouvernements coloniaux, et on a dit non, on va les libérer parce que ça coûte trop cher de les administrer, ils ont installé des régimes et des gouvernements qui sont à leur merci. C'est-à-dire ils ont planté là-bas des gens qui remplissent exactement la même fonction que l'État colonial a rempli avec la population du Congo. Sauf qu'il y avait une différence. On ne peut pas dire que c'était la même manière de fonctionner. Maintenant, le nouvel État au Congo faisait l'extraction, les matières premières partaient, on gagnait ce qu'on gagnait avec ça, mais ce n'était pas pour financer l'industrialisation de ce pays, c'était maintenant entrer dans les poches des gens qu'on a placés là-bas comme État néocolonial, géré par les forces impérialistes qui sont dans le monde. Et cet État, on lui a donné, donc tous les politiciens et les gens qu'on a placés là-bas, bien sûr, il y avait des exceptions, il y avait des gens bien, mais le système fonctionnait de manière à ce que ceux qui ont pris le pouvoir au Congo, ils n'étaient plus limités par un ordre donné. C'était le déclenchement d'un pouvoir sans limite
qui était devenu un pouvoir rapace. Et tout le système hiérarchique était organisé de manière qu'il y ait des filières. Et les gens ne se retrouvaient plus dans ce système, sauf quand ils se soumettaient à ce système. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire. Et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point très. Et il n'y a pas... Yes. Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Bien. Alors qu'est-ce qui résulte de ça? Si on reste avec la rationalité de dire si on veut avoir une stratégie fonctionnelle, on doit établir toutes les données qui font qu'il y a le problème et il y a la reproduction du problème. Alors, je dirais que le problème principal, bien sûr, il y a des méthodes ou des idées ou des modèles où on peut dire, bon, quand on va éliminer Kabila et on va prendre un autre qui a la conscience ou qui est un peu religieux, il va redresser la situation. Mais je vous dis que structurellement, il n'y a qu'une solution pour les problèmes du Congo et cette solution ne sera pas réalisée dans 3 jours. Cette solution, il s'agit d'une solution politique, mais ce n'est pas la politique politicienne dont je parle ici. Politique dans le sens qu'il y a au Congo un déséquilibre épouvantable entre la classe intellectuelle dirigeante, ceux qui sont autour du mangeoire, et les 80 millions qui sont dispersés dans les 11 provinces. Moi, je considère que c'est 11 provinces encore. Alors, il y a cette population de 80 millions n'a pas de poids politique. Elle ne peut pas exercer une fonction de contrôle ou de résistance ou d'opposition contre ceux qui lui font du mal. Et la seule solution à laquelle on arrive quand on pense de manière rationnelle sur ces choses, c'est que la stratégie pour sortir le Congo de la situation où le pays se trouve aujourd'hui, c'est uniquement à travers la création de quelque chose qu'on appelle partout dans le monde le contre-pouvoir.
le contre-pouvoir. Ce n'est pas l'opposition. Et ce n'est pas l'opposition, même c'était très clarifiant ce que Madame Justine nous a expliqué sur la nature de la diaspora, qu'on ne peut pas simplement dire diaspora de manière générale, mais il y a les mouvements et les tendances dans la diaspora. Et dans la diaspora, je n'ai pas vu jusqu'aujourd'hui, mais ça c'est un thème sur lequel on peut discuter, je n'ai pas vu l'idée de comment assister les Congolais du Congo à former ou à constituer un contre-pouvoir contre le pouvoir absolu de la nomenclature. Et la nomenclature, ce n'est pas Kabila et sa famille seulement. La nomenclature, c'est tous les Congolais qui s'inscrivent dans ce système, qui acceptent que l'Occident leur dit regardez, on va vous aider maintenant à avoir des élections et la démocratie et tout ça, et maintenant vous allez choisir. Qu'est-ce que les Congolais, aussi longtemps qu'il n'y a pas un contre-pouvoir du peuple, qu'est-ce que les Congolais peuvent choisir? Ils peuvent choisir qu'on leur livre des élections truquées, ou ils choisissent parmi plusieurs criminels pour dire ce criminel peut nous gérer maintenant et servir la machine qui reproduit le statu quo et qui conserve le système dans l'état où il est. Je dis, le contre-pouvoir, c'est une catégorie qu'on doit maintenant garder dans l'arrière-tête, parce que si je m'arrête là, vous dites, mais oui, mais vous parlez comme tout le monde qui dit il faut faire, on va voir, tout le monde est appelé, mais ça nous laisse maintenant sans savoir comment on va procéder concrètement. Et là, je voudrais avancer un peu vers le plus concret. Alors, je dis qu'il y a un préalable pour commencer à faire un travail pour constituer le contre-pouvoir congolais. Si je parle trop longtemps, vous allez m'arrêter. Ok. Alors, le préalable, c'est quoi? Madame Justine nous a informé aussi sur ça de manière très clarifiante. Il y a le fait que le Congo n'est pas opprimé seulement avec la masse terrible des moyens financiers, des armes, des alliances avec les grandes entreprises, avec les forces hégémoniques du monde entier, c'est-à-dire on a le Congo, ce n'est pas l'espace où on peut faire ce qu'on veut, on peut discuter un peu, on peut changer la situation, non, c'est fait partie d'un très grand mécanisme qu'elle a appelé la macropolitique, et l'oppression du Congo, ça ne se fait pas seulement à travers les armes et l'argent, et les grandes entreprises et la magouille et tout ça. Mais ça se fait aujourd'hui, surtout en manipulant les esprits. Pourquoi il n'y a pas une conscience politique? Pourquoi monsieur le pasteur nous a parlé hier quand on fait une réunion avec 130 personnes et on dit on va choisir maintenant quelqu'un qui va nous diriger ou quoi, il y a seulement 8 voix qui votent pour une personne et tout le reste, chacun dit moi, je dois être président pour diriger ça. Alors, il n'y a pas de conscience politique parce que la conscience politique demande qu'on voit la situation où on se trouve, et quand on voit la situation du Congo, ça saute aux yeux que la première chose qu'on doit réaliser, c'est la réunion ou l'unité des forces qui sont malmenées dans la population. Toute cette population, les 80 millions qui n'ont aucun accès à des décisions politiques. Même si vous avez les élections, Seigneur mon Dieu, si vous avez les élections et vous choisissez quelqu'un de valable comme le docteur Chiani, mais lui, il a fait beaucoup de promesses. Mais les mécanismes qui existent aujourd'hui au Congo, comment vous allez après avoir l'influence sur lui? Vous n'avez aucun poids. Vous n'avez pas des groupes d'intérêt. La société n'est pas organisée en
groupes de défense d'intérêts. Hein? La défense d'intérêts, ce sont des associations, ce sont bien sûr aussi des structures de la société civile, mais je reviens à la société civile, pourquoi il y a beaucoup à critiquer dans la société civile actuelle. Et je dis que la conscience politique, un travail de conscientisation politique n'a pas eu lieu dans les 60 ans passés pour le Congo. Ah, c'est très peu. On a eu un moment de libération nationale quand on avait la première équipe avec Lumumba et comme ça, il y avait un mouvement aussi spirituel. Mais par après, il y avait la manipulation des esprits et qui a augmenté avec le temps. La manipulation des têtes, on vous fait accepter une interprétation de la réalité. Je vous donne un exemple. On vous dit tout le temps, on veut la stabilité, on veut stabiliser le système. Le stabiliser comment? En vous demandant maintenant de ne pas faire beaucoup de problèmes et de manifestations, de violence et tout ça. Accepter, on va faire les élections et puis on va choisir un monsieur et l'État congolais, il est là quand même pour servir la population, etc. Avec cette notion de stabilité, on vous empêche de réfléchir à quelles sont les conditions préalables pour créer une vraie stabilité. La vraie stabilité, elle ne vient que par les équilibres. Comme vous voyez toutes les démocraties du monde où ça fonctionne encore, parce qu'en Europe, aux États-Unis, il n'y a plus de démocratie. Maintenant, on vous parle ouvertement qu'on est maintenant dans le système de la post-démocratie. Post-démocratie, c'est quoi? C'est que maintenant, les choses sont gérées par les grandes entreprises, les banques, le monde de finances, etc. On appelle les gens tous les 4 ans ou tous les 5 ans pour les élections. Ils font des élections et par la suite, fini. Vous n'avez même pas accès à vos parlementaires pour leur réclamer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est devenu ça, la démocratie occidentale. Alors, quand on vous dit la stabilité, c'est que vous acceptiez ce modèle de démocratie, alors qu'il n'y a pas de fondation ni sociale, ni économique, ni politique, ni dans la conscience des gens pour avoir une démocratie à la occidentale ou quoi. La deuxième chose, on vous dit la pacification. Et vous savez, on est arrivé où aujourd'hui avec la pacification et les 20 000 casques bleus qui sont là? C'est qu'on veut faire accepter aux Congolais, et ça c'est ce qu'on dit dans les discours de OECD, comment on dit en français, OCDE, ouais, oui, ou dans les Nations Unies, où on vous présente ça comme un fait accompli, on vous dit, il faut accepter que... Mais pourquoi les Congolais sont chauvinistes comme ça? Il faut accepter que vous avez des Congolais rwandophones. Et ils sont des milliers, et ils sont là depuis toujours. Et on vous produit des livres où on a faussé l'histoire. Des livres où on vous dit qu'il y a... Hier, M. Kwebe a parlé de pasteur, comment il s'appelle, l'abbé... Père de Moulin, Léon. Oui, de Saint-Moulin, voilà. Il avait fait un livre où il a marqué toutes les ethnies du Congo. Il y avait un exemplaire dans toutes les bibliothèques ou quoi de ce livre. Et dans les années 2002, 2003 ou quoi, ce même livre est réapparu, mais on ne le croit pas, mais il a été introduit au Kivu, au Sud Kivu, Nord Kivu, des tribus congolais rwandophones. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas de cette région. Et on peut très bien faire les équilibres de force et dire, quand le Congo est en mesure de se défendre, on peut entrer en négociation avec les voisins pour dire que, bon, on a la terre et vous avez trop de peuple. Amenez-les ici, on va négocier, on va vous vendre des terrains ou avoir des activités économiques, mais pas ce qui se fait maintenant. Ouais. Et on demande aux Congolais de se tenir tranquille parce qu'à la fin, la situation elle est devenue comme ça. Il y a les Rwandais qui sont un peu partout
à partir de Oriental jusqu'au Katanga, il y a une partie du Congo où on travaille de manière proactive pour diviser ça. Et ça, c'est comme on a fait au Kosovo, comme on a fait au Sud-Soudan, comme on fait maintenant en Irak avec les Kurdes. Alors, ça, ce sont les manipulations des essais. Quand vous parlez avec les Occidentaux ici, je ne sais pas combien de vous ont fait l'expérience. Moi, parce que j'étais trop longtemps au Congo, on me reproche que je suis partiel ou quoi. Alors, on ne m'invite pas à des discussions où on défend la cause du Rwanda, que ça, ce sont les victimes du siècle et tout ça. On ne m'invite plus parce qu'il n'y a pas de discussions ouvertes et publiques sur cette question de la situation du Congo avec le Rwanda en Europe. Et la manipulation va jusqu'à influencer la pensée des Congolais même, où on les apprête maintenant peu à peu pour accepter cette circonstance qu'on va diviser le pays et les Rwandais sont simplement les maîtres du jeu. L'autre, c'est pour la bonne gouvernance, on vous dit, donc pour la stabilité, il n'y a que le contre-pouvoir et redresser les équilibres. Pour la pacification, il n'y a que reconstituer l'armée congolaise qui s'est effritée maintenant. On a tué des généraux, des colonels de toute la hiérarchie de l'armée congolaise que j'ai connue dans les années où j'étais là. Ils sont morts ou ils sont en exil. Et vous connaissez le chiffre qu'il y a à peu près 39 généraux rwandais, pas rwandophones, mais rwandais du Rwanda qui dirigent l'armée congolaise maintenant. 545 et ça, officiers. 545 en tout. Oui, mais dans les hiérarchies 39 moins. 39 généraux et 545 officiers. Ok. Et non seulement ça, mais il y a des divisions de l'armée, toutes des divisions qui sont installées à l'est du pays, qui sont, chaque fois qu'on a négocié avec les soi-disant rebelles ou milices, on dit ce sont des Congolais, mais Congolais rwandophones, chaque fois qu'on négocie avec eux, et on dit on va faire la paix, on dit bon, tout ce monde-là doit entrer dans l'armée congolaise. Ouais. Et maintenant l'armée congolaise, elle est décimée, il n'y a presque plus des Congolais dans l'armée congolaise. Il faut s'imaginer ce qui se passe. Alors, ça c'est une chose qu'on raconte dans les milieux à l'Occident. On vous dit, les militaires congolais, mais c'est méchant, ce sont eux qui sont en train de tuer, de faire des massacres, de violer, et on doit réduire tout ça. Donc les recommandations des institutions multinationales, ça va toujours dans le sens de réduire l'armée, la police, et ce qui reste, ce sont des Rwandais à qui on donne maintenant les uniformes, on paye les salaires, on donne les armes, tout ce que vous voulez. Mais ça, on doit se mettre devant soi et ne pas dire on me dit tout le temps que l'armée, elle est mauvaise, alors j'accepte que l'armée est mauvaise et nécessite la réforme. L'armée congolaise doit être reconstituée de nouveau pour avoir la force de défendre le pays, mais ça va venir encore. Je ne dis pas doit et il faut comme les gens qui font l'idéalisme, je dis seulement que ça, c'est quelque chose qui doit être envisagé. Alors, pour la bonne gouvernance, ça aussi, ce que je regrette, la Banque mondiale, le PNUD, tout ce monde, les bilatéraux, ils font des séminaires, des ateliers, des workshops, des conférences, de la formation. Ils prennent les gens et ils les envoient aux États-Unis pour apprendre comment on fait des négociations et la paix, etc. Et la bonne gouvernance, ça n'a rien à foutre avec ça. Il n'y a de bonne gouvernance et de maîtrise sur les mécanismes de corruption, etc., que lorsqu'il y a des équilibres sociaux, donc des rapports de force, où il y a des groupes d'intérêt, des lobbies, des gens qui savent dire non à l'intérieur du pays. Et pas avec palabres, mais je voudrais un peu l'exemple du mouvement des ouvriers en Europe au XIXe siècle. Les ouvriers étaient bien sûr aussi fragmentés, on essayait de les exploiter, ils avaient des conditions de vie horribles, mais qu'est-ce qu'ils ont
compris que tous ont les mêmes intérêts. Alors, ils se sont syndicalisés. Il y avait des syndicats qui se sont développés, et ces syndicats ont commencé à travailler avec l'instrument de la grève. Et avec la grève, ils ont mis à genoux des grandes entreprises, des millionnaires, des gens et c'était comme ça la dynamique sociale. La dynamique sociale, il n'y a pas de cadeaux. Personne, ni les Nations Unies, ni la Banque mondiale, ni l'Union européenne, personne ne fera des cadeaux au Congo. Dans le sens, pardon, dans le sens, aussi, vous savez, c'est un signe aussi que tout ça, ce n'est pas vrai, ce que les gens de l'opposition vous disent tout le temps. Ah, on va demander à la communauté internationale de contrôler les élections. Ouais. Bien, qu'ils contrôlent les élections et qu'ils payent beaucoup de milliards ou des millions de dollars pour faire des élections. Mais vous voyez vous-même, s'il n'y a pas simplement une structuration de la population en groupe d'intérêt qui savent se défendre au niveau de la base, par là, notre démarche, quand on dit on veut aborder tous ces problèmes avec une démarche consistante au niveau logique, on parle de la démocratie participative. Mais la démocratie participative, vous allez avoir beaucoup d'intellectuels congolais, aussi dans la diaspora, qui ont étudié le phénomène de ce qu'ils appellent la démocratie participative, comme ça s'est développé en Occident. Il y a surtout en Angleterre, là où les gens protestent contre ces formes de post-démocratie, où ils n'ont plus aucune emprise sur la politique. Hein. Quand le gouvernement dit on va aller faire la guerre en Irak ou quoi, vous pouvez sortir en dizaines de milliers sur la rue pour dire on ne veut pas faire la guerre avec l'Irak, on va faire la guerre avec l'Irak parce que c'est le gouvernement que vous ne pouvez pas maîtriser qui va faire la guerre. Maintenant, avec les États-Unis, on est très avancé avec ça parce que là, c'est simplement un groupe de néoconservateurs qui gèrent le monde à leur façon et il n'y a plus aucune force pour... Bon, on peut dire la Russie essaye un peu, la Chine essaye un peu, mais on ne peut pas limiter la force du mal, sauf si on s'est organisé de manière à résister le mal de manière concrète, ok? Et pas avec des souhaits. Alors, comment on arrive à cette histoire de démocratie participative? C'est là où je voudrais vous expliquer la démarche rapidement et je clôture avec ça. On dit que quand une situation s'est beaucoup dégradée dans un pays, l'histoire nous montre qu'il y a une limite pour la souffrance après laquelle les peuples se soulèvent. OK? Pour faire quoi? Une révolution. Pourquoi une révolution n'est plus possible en Afrique? Est-ce que vous avez réfléchi sur ça? La majorité parmi vous, je pense, n'a pas réfléchi sur ça, mais ils pensent que c'est encore une possibilité peut-être, hein, avoir une révolution dans les pays où on souffre atrocement. Mais plus atrocement que le Congo, on ne peut pas souffrir plus atrocement que ça parce que le Congo est menacé d'être anéanti au niveau physique, de liquider toute la population. Il y a 80 millions à qui on ne pense qu'en tant que chiffre. Ils peuvent mourir des milliers, des millions. Ça n'intéresse absolument personne. Alors, ce que nous avons dit, c'est que la démocratie participative, ce n'est pas en faisant des analyses et en publiant des livres et encore en disant qu'en Angleterre on a fait ceci, mais on fait appel au raisonnement normal d'un être humain. Et le raisonnement, c'est quoi? On doit constituer un contre-pouvoir au Congo. Et le contre-pouvoir, ce n'est pas avec des appels. J'apprécie beaucoup l'appel à la cotisation et qu'on se structure et qu'on devient AIDC pour défendre les intérêts ou entrer dans des projets rémunérés aussi avec des entrepreneurs ici au Congo. Je ne dis pas non, je dis que ça c'est
le bon pas dans la bonne direction. Mais ça, on est encore loin de dire comment on va construire un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir ne se construit que sur une base économique. Une base économique. Ce que l'Occident a refusé au Congo depuis 60 ans. Le docteur Chiani dit que si lui, il devient président, il va développer l'industrie au Congo. Mais je veux bien. Tout ça, ce sont des choses merveilleuses qu'on peut s'imaginer. Mais dans le contexte de la globalisation actuelle, ça, c'est un rêve non réalisable. Parce que vous avez maintenant la pression qui vient de partout pour la situation actuelle. Quelle est la situation? Pourquoi il y a des crises? La crise du capitalisme, ça vient d'où la crise? Parce qu'on produit beaucoup plus que ce qu'on peut commercialiser ou consommer avec la distribution des revenus actuels dans le monde. C'est-à-dire, quand vous lisez les pages web des think tanks américains ou quoi, ils vous disent avec le modèle de propriété et de distribution et de production actuel, le globe terrestre ne peut pas supporter plus que 500 millions d'habitants. Mais nous sommes maintenant à 7 milliards. Alors les 6,5 milliards d'êtres humains que nous voyons sur Terre aujourd'hui, pour les gens qui gèrent le monde aujourd'hui, nous sommes superflus. Ils doivent se débarrasser de nous physiquement. Non, mais tout ça, vous n'êtes pas... on ne pense pas à ça. Même quand je suis à Berlin avec des étudiants allemands ou avec des intellectuels allemands, ils disent « Ah, tout ça, ce sont les théories de conspiration. » Mais quelle conspiration? Mais vous pouvez entrer dans l'Internet et voir les conférences des grands professeurs à Harvard et ailleurs qui vous disent, ils publient ça, ils disent le globe terrestre ne peut pas supporter plus que 500 millions et nous avons maintenant overpopulation. C'est le mot technique de l'actualité. Overpopulation. Et vous savez comment il procède contre le overpopulation? Il y a un monsieur que je recommande beaucoup quand vous le voyez dans le YouTube. Il s'appelle George Friedman. George Friedman, il est un conseiller de la présidence aux États-Unis. Il est stratège, il est d'un think tank ou d'un institut qui s'appelle Strategic, Stratfor, Strategic, comment dire, Stratfor, c'est Strategic quelque chose. Alors, ce monsieur, il vous explique, pour celui qui ne comprend pas très bien ou très vite, il vous explique doucement comment les États-Unis font pour résoudre le problème de overpopulation et qu'il y a des gouvernements dans des endroits dans le monde qui résistent à réaliser les intérêts des Américains. Il dit, nous utilisons la stratégie de l'Empire britannique, c'est que nous, on ne peut pas être partout. Ils sont partout. Ils ont 1300 bases militaires partout dans le monde et en Afrique maintenant. Tous les pays africains sont avec des bases militaires, avec ce Africom ou quoi, avec les États-Unis. Mais lui, il dit, on ne peut pas envoyer des soldats américains partout pour opprimer tout le monde ou quoi. Alors comment on fait? On fait comme l'Empire britannique. C'était, la Grande-Bretagne était petit comme ça et il dominait un empire faramineux. Alors, c'est quoi? Il dit, nous allons dans des endroits où il y a des conflits, soit ethniques, soit religieux, soit d'autres, ou politiques ou quoi. On va dans ces régions et on finance les deux côtés, on les finance, et puis il prononce cette phrase en anglais, il dit let them fight each other, c'est laissez-les se battre entre eux, et puis il ajoute à ça let them bleed each other white. Ah, c'est-à-dire, laissez-les faire couler le sang jusqu'à on a évacué le sang, ils deviennent tout blancs de manque de sang. Il vous dit, ça c'est pas
conspiration ou quoi, ça c'est le mainstream, c'est devenu le mainstream dans le monde maintenant. Alors, quand on parle de démocratie participative, et on dit la fondation de la démocratie participative, c'est sous les conditions actuelles, développer la base économique d'une population de 80 millions qui doivent, malgré la crise, malgré les massacres, manger chaque jour et avoir des revenus chaque jour. C'est qu'on doit développer des stratégies intelligentes. Comment on peut intervenir pour constituer cette base économique malgré la situation des crises. Et pas en disant, il y a la crise, on ne peut rien faire. Okay? Et c'est pour ça que quand on dit l'industrialisation, bien sûr l'industrialisation, ce sera une chose fantastique. Vous savez qui a essayé la dernière fois d'utiliser ce modèle d'industrialisation? C'était dans les... Non, les Américains, c'est la première génération, ils ont eu leur industrialisation. Non, mais les pays du Sud qui ont essayé d'émerger et de réaliser des modèles d'industrialisation. On a essayé un peu en Amérique latine, ça n'a pas abouti. On a essayé en Asie, et en Asie, ça aboutit parce qu'ils ont pu, c'était quelques pays, quelques 4 ou 5 pays, qui ont réussi à s'intégrer dans des niches données dans le marché international. Ça, ce n'est pas à répéter. Vous ne pouvez pas, en tant que pays qui vient 20 ans ou 30 ans après, pour dire, oh, je vais produire aussi, je vais m'industrialiser de manière à ce que je produis chez moi, ça va être moins cher que ce que je vais importer. Ça, c'est un rêve. Il n'y a pas. Vous ne pouvez même plus produire des chaussures en cuir en Afrique. Même les sandales comme produisaient avec, je ne sais pas, quand on a tué des chèvres ou quoi, il y avait la peau des chèvres où on travaillait pour avoir des sandales. Même ça, c'est devenu plus cher que les sandales en plastique importées de la Chine. Alors, vous voulez développer quelle industrie? Vous n'avez aucune place sur le marché mondial qui compte. Et chez vous, vous êtes tué par le fait qu'on vous oblige à ouvrir vos frontières et vous intégrer dans la mondialisation. Et il n'y a plus de restrictions pour dire que non, on va protéger notre industrie. Ça, je peux vous dire que l'exemple de l'Égypte nous apprend beaucoup de choses. L'Égypte était au même niveau d'industrialisation comme l'Afrique du Sud. Et regardez où on est aujourd'hui. Tout est fermé, délapidé. Même dans toute l'Afrique, l'Afrique avait une spécialisation dans la production des textiles. Hein? Toutes les fabriques de textiles au niveau de toute la région subsaharienne sont fermées. Et qu'est-ce qu'on a comme textile maintenant? Vous avez Mauritius et vous avez en Éthiopie, ce sont les grandes entreprises qui sont venues pour prendre beaucoup de terre et avoir des projets gigantesques pour produire les textiles avec la main-d'œuvre moins chère, pour prendre ces marchandises et les amener vers les marchés en Europe et aux États-Unis. Et il n'y a aucun effet sur l'économie locale. Il n'y a pas un effet de transfert de productivité ou pas. Alors, comment on procède maintenant? Maintenant, je clôture vraiment. Comment on procède pour créer la base économique pour une démocratie participative? C'est là où j'ai distribué un peu la présentation du manifeste. Il y a un manifeste qu'on a produit. C'est un petit document. On ne vous demande pas de lire beaucoup. Ce sont seulement 28 pages. Mais il y a toute la réflexion sur comment on peut procéder vers le point où on va mobiliser les forces politiques de la population dans le sens d'une démocratie participative. Et dans ce texte, vous allez voir que nous avons dit on doit commencer par l'économie. Et l'économie, c'est quoi? C'est maintenant entre l'AIDC et ce que nous voulons faire avec Congo Plan. On a créé une organisation à laquelle chaque Congolais et chaque non-Congolais qui défend la cause congolaise peut adhérer. Il n'y a pas de cotisation. Ça, le Congo Plan, c'est un réseau d'acteurs qui sont
dans la diaspora ou à l'extérieur du Congo, mais ce sont aussi les ONG à vocation économique et les petites et moyennes entreprises au Congo qu'on appelle maintenant, dans la terminologie internationale, on les appelle les entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire ce ne sont pas les grandes entreprises, ce ne sont pas seulement les entreprises individuelles qui font des petites choses, ce sont des structures qui font l'entrepreneuriat. Et chacun de vous est appelé pas seulement d'introduire des projets que vous considérez comme projets réalisables et rentables au Congo, mais ce sont aussi les gens que vous connaissez au Congo qui ont le droit de concevoir des projets de cette nature. Et nous avons trouvé des investisseurs qui veulent aller au Congo sous les conditions actuelles si ils trouvent des partenaires qui sont sérieux. Il y a un très très grand investisseur allemand qui essaye d'entrer dans les circuits congolais depuis 15 ans. Il dit chaque fois, et il dispose de beaucoup de capital, et il dit chaque fois qu'il s'approche des autorités publiques ou des grandes entreprises de la FEC, il découvre toujours à la dernière minute que c'était une escroquerie et que s'il allait tomber dedans, il allait perdre beaucoup d'argent. Il y a monsieur le pasteur qui vient de Londres, qui m'a raconté aujourd'hui, oui. Et il m'a raconté, il a un cousin qui veut entrer dans le domaine des traitements des immondices. Et il a trouvé un investisseur parce que dans ce secteur, vous pouvez devenir millionnaire. Ça, on a vu en Afrique de l'Ouest. Okay? Les immondices, c'est quelque chose d'incroyable. Et il est venu avec l'investisseur, avec un Congolais, et ils essayent depuis 3 ans ou quoi de réaliser ce projet, mais c'est blocage après blocage, et corruption après corruption, jusqu'à il a abandonné. Alors, j'ai dit, nous savons que c'est ça, mais c'est pour ça que notre recommandation, ce n'est pas d'aller en tant qu'individu avec un investisseur individuel, c'est pour ça qu'on doit mettre les gens en réseau pour avoir une certaine force, pour faire le lobbying, même dans le cadre de la FEC, pour faire le lobbying, pour être... Quand vous êtes un individu, on vous détruit très rapidement. Vous êtes mangé par le système. Phagocyté, on dit. Bien. Mais la perspective, c'est... c'est ça ce que nous appelons les groupes thématiques. C'est-à-dire si plusieurs entrepreneurs ou plusieurs ONG ont un intérêt pour une activité économique rémunératrice dans un secteur donné, ils se mettent ensemble, ils produisent un projet comme ça, et nous, on trouve le financement pour ce projet. Et je vais vous dire qu'il y a 14 secteurs au Congo. 14 secteurs, ça, chacun qui est intéressé peut réclamer la liste de ces secteurs, on peut lui envoyer. 14 secteurs où, même sous la condition de crise actuelle, il y a des possibilités de réaliser des projets rentables. Hein? Je vous donne seulement un petit exemple. Ce monsieur dont je parle, cet investisseur allemand, il propose par exemple un projet, il dit, vous avez au Congo un réseau extraordinaire de fleuves, de rivières, de lacs, ça couvre de très grandes superficies dans le Congo, et aujourd'hui avec la délapidation des infrastructures, ça bloque maintenant la circulation des produits et des citoyens pour aller d'un endroit à l'autre. Alors ce qu'il propose, c'est une manière alternative de construire des ponts en bois et des bacs en bois. Et les bacs, ce n'est pas avec des moteurs, qu'on doit avoir le gasoil et tout ça, mais ce sont des bacs qu'on tire avec c'est mécanique. Okay? Et ils ont développé en Allemagne un conteneur qui est comme un atelier qu'on peut transporter d'un milieu dans l'autre, au bord des rivières ou des lacs, pour construire ça dans une semaine. Et puis, quand on commence à utiliser ces moyens, on paye un très petit payage, ce qui rend le projet durable et profitable. Même chose, il veut développer la pêche fluviale. Même chose, il y a des idées maintenant pour effectivement aborder le problème des immondices, parce qu'on a
eu des expériences avec ça au Sierra Leone, avec la GIZ. Et ceux parmi vous qui s'intéressent à savoir plus comment vous, individuellement, ou avec votre famille, ou avec vos amis, ou avec des gens que vous connaissez au Congo, vous pouvez vous impliquer pour un tel projet. Vous êtes les bienvenus à aborder Congo Plan, parce que nous sommes là comme un pont. Nous sommes entre les investisseurs qui veulent bien, sous certaines conditions, amener leur argent vers le Congo, et les Congolais qui ont de très bonnes idées et qui sont dans l'obscurité parce qu'on parle du Congo seulement en disant il y a des problèmes et des massacres et tout ça. Alors vous êtes appelés maintenant à lire le manifeste, ce n'est pas beaucoup de lecture, et par la suite de vous informer sur Congo Plan et la possibilité de nous rejoindre. Je vous remercie.